Prolongation, c'est donc le titre du livre de Bichente Lizarazu, publié au Seuil. C'est un récit, Nicolas Caro. J'ignorais que vous vous intéressiez au foot. Et moi aussi. En fait, j'y connais rien. Je vois qu'il y a Zidane à peu près, Platini, bon. C'est intéressant justement. Racontez-nous comment vous avez pris ce récit. J'ai travaillé ici avec Pierre-Louis Basse, grand spécialiste de foot, mais aussi de ce qu'il y a autour du foot et ce qu'il y a de poétique ou d'épique dans le foot. Et ça me plaît. Et c'est un peu ce qu'on trouve dans ce livre. C'est à la fois une réflexion sur l'arrêt de votre carrière, une petite mort pour beaucoup, mais qui pour vous est une renaissance, une réflexion assez profonde sur la Coupe du Monde 98 et sur votre nouveau métier, consultant pour les médias, footballiste, comme vous dites. Ça commence comme un film d'action américain, les films où on cherche les anciens héros pour leur faire revivre une aventure. C'est dans le chapitre Que sont-ils devenus ? Vous décrivez rapidement le quotidien post-98 des joueurs de l'équipe de France. Vous évoquez votre amitié avec Lilian Thuram, Thierry Henry, Fabien Barthez. Vous en défendez certains qui, selon vous, ont été maltraités. Au passage, le mystère ultime est dévoilé. Pourquoi I Will Survive de Gloria Gaynor était votre hymne lors de la Coupe du Monde 98 ? Vous parlez de votre amour du foot, mais aussi de ses dérives et de ceux qui voudraient en faire autre chose. La foire aux bestiaux pour certains joueurs, les dérives médiatiques, les faux scandales qui naissent sur les réseaux sociaux, ça vous agace particulièrement. Mais vous dites aussi et surtout que le foot doit rester un jeu et qu'il y a plus important dans la vie. C'est écrit sans faux effets de style. Vous écrivez comme vous le sentez. Vous ne vous prenez pas pour un autre, pas non plus pour un grand écrivain. C'est simple, on a l'impression de boire une bière avec vous pendant que vous nous racontez votre vie. Une Weissbier, exactement. C'est une bière que vous faites livrer directement de Bavière. On sent que vous aimez écrire, en tout cas raconter. C'est votre deuxième livre. Vous parlez de ce que vous connaissez dans les deux, de ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas envie de passer à la fiction, de passer au roman ? Non, pas du tout. Mais... On sent que vous aimez ça. Merci pour le commentaire que vous faites. Oui, j'aime bien transmettre aussi, j'aime bien raconter, j'aime bien essayer de réfléchir sur pourquoi je fais les choses. Je pense que c'est important. C'est important de se poser des questions. Je me pose la question de savoir pourquoi je suis pas devenu entraîneur. Je pense qu'au final, c'est pour une question de liberté, parce que je voulais être libre. Et que quand t'es footballeur, t'es dans un système, t'es dans une équipe, tu fais pas exactement ce que tu veux. Et moi, j'étais prêt à être libre très, très jeune, en fait. Et quand j'ai arrêté, cette liberté-là, elle m'a fait énormément de bien. C'est pour ça que je crois que je n'ai pas vécu cette petite mort. Je pense que cette petite mort dont vous parlez, les sportifs de haut niveau la vivent parce qu'ils arrêtent le sport et qu'il y a quelque chose d'hormonal. Quand tu fais du sport tous les jours, forcément tu fabriques des hormones. Et donc quand tu continues à faire du sport, tu continues à entretenir ça. Et donc du coup, t'as pas cette dépression-là. Ensuite, il faut se projeter vers un nouveau métier. Si tu restes sans rien faire, si tu es dans la nostalgie de ce que tu étais avant, je pense que tu le vis très très mal. Donc à ce jour, je n'ai jamais ressenti cette petite mort. Parce que je pense que j'ai mis ces ingrédients-là. Donc c'était une façon de réfléchir à tout ça et puis de donner peut-être des clés. C'est vrai que je donne des conseils aux jeunes footballeurs ou aux parents de jeunes footballeurs que j'ai déjà rencontrés, qui sont un peu perdus dans ce monde du foot. Il faut quand même savoir qu'à l'âge de 13-14 ans, il y a des agents de joueurs qui sont là autour des terrains pour essayer de recruter, entre guillemets, ces jeunes joueurs. Et c'est terrible. C'est vraiment, à certains moments, la foire aux bestiaux. Il y a du trading. Aujourd'hui, on appelle ça du trading. C'est comme la bourse, c'est comme l'élevage de poulets ou l'élevage de pur sang. Parfois c'est élevage de pur sang quand c'est bien fait, parfois c'est élevage de poulet. Donc il y a des choses, oui, que je dénonce un peu dans le foot parce que j'aime le foot, aussi dans les médias aussi, parce que le média pour moi c'est quelque chose de très important. J'y travaille depuis maintenant 12 ans. Le média doit nous apporter une forme de vérité, avec une rigueur qui vous distingue. Voilà, je trouve, je dois le dire. Voilà, et pour moi c'est quelque chose d'important et on doit se poser ces questions-là. Alors moi je me les pose évidemment dans les médias sportifs, parce que déjà dans les médias sportifs, on doit se poser certaines questions. Bichente Lizarazu, des souvenirs évidemment aussi dans ce livre. Le premier plaisir de ce livre, c'est de découvrir qu'il y a encore des choses à dire et à apprendre sur la Coupe du Monde 98. Je ne sais pas si c'est ce qui vous a frappé aussi, Simon Rubin. Oui, c'est vrai que c'est très beau parce que ce livre-là, il est très sentimental, j'allais dire. Sentimental parce que, en fait, vous répondez rarement au code attendu des footballeurs de haut niveau dans ce livre. Vous parlez d'amitié, vous parlez d'amour, vous parlez un peu de doute, voire de peur, de blessures, de failles qu'on n'a pas l'habitude de voir chez des champions dont on attend l'exemplarité, la performance tout le temps. Et puis vous le disiez, ce souffle de liberté, peut-être avant de revenir à France 98,
j'ai mis tout le livre à me dire, mais c'est incroyable, on dirait presque qu'il a été comme prisonnier pendant une partie de sa carrière. Et à la fin, ce mot de prisonnier, il revient dans la toute dernière page. C'est vrai qu'il y a ce sentiment-là, surtout quand on est pris de liberté, comme vous dites, que vous voyagez partout dans le monde avec un club, mais toujours dans les mêmes hôtels, en tout cas jamais à voir les gens, aller au contact des pays. On est un peu, toute chose égale par ailleurs, prisonnier quand on est footballeur. J'ai par exemple fait des Coupes du Monde en tant que joueur, dans des pays dont je ne connais absolument rien, dont j'ai appris absolument rien. Par contre, j'ai commenté au Brésil, j'ai commenté en Afrique du Sud et je suis revenu de ces voyages en me disant je connais un petit peu le Brésil et je connais un petit peu l'Afrique du Sud et ça m'a donné envie d'y repartir. Et d'ailleurs, je suis parti au Brésil pour faire un documentaire sur le jiu-jitsu brésilien. Et c'est vrai que quand tu es footballeur, tu es un petit peu obsessionnel, tu as un peu les œillères, tu es dans ta préparation, tu prépares un match, et donc tu es dans un hôtel, tu vas dans un bus, tu vas dans un stade, mais t'es pas du tout dans la vie. Et donc moi ça m'a fait du bien de revenir dans la vie et puis de découvrir des choses qui me manquaient un petit peu. Oui, je me suis senti un peu prisonnier, mais après c'est le système qui est comme ça, c'est le sport de haut niveau aussi, c'est quelque chose, c'est un acharnement le sport de haut niveau, c'est une préparation, et la préparation visible, l'entraînement, la préparation invisible, c'est la diététique, c'est le repos, c'est tout ça, et donc c'est un acharnement si tu veux exceller, si tu veux aller au plus haut niveau. Et c'est vrai que moi je l'ai vécu comme ça, et quand ça s'est arrêté... Ça ouvre pas beaucoup l'esprit, hein. Non, mais il faut faire l'effort, faire l'effort, voilà. Et quand tu arrêtes par contre, il faut se projeter vers autre chose. Nicolas. Prisonnier aussi quand même de la Coupe du Monde 98, même si vous vous rappelez à quel point c'était un souvenir génial. Ouais. Mais vous expliquez qu'ensuite, on a inventé des théories du complot sur les anciens bleus, comme si vous étiez une sorte de franc-maçonnerie du football qui dirige en sous-main la planète football, quoi. Oui, c'est vrai, on a voulu faire passer cette idée-là. D'abord parce que on a plutôt bien réussi dans nos reconversions. Oui. Certains ont très bien réussi comme entraîneurs, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Zinedine Zidane. Et pour d'autres, on a très bien réussi dans les médias. Et donc on est toujours là. Et 20 ans après, on est toujours là. Et ça énerve. Parce qu'on a été champion du monde. Non mais c'est vrai, ça énerve, ça rend jaloux un peu. Et donc du coup, on nous invente des histoires qu'on serait la franc-maçonnerie du football. Alors qu'on n'a jamais eu de désir de pouvoir de quoi que ce soit. On est très très mal organisé. Pour s'organiser un repas, déjà c'est pas simple. Et simplement voilà, on est quand on parle, on est écouté, ou on est dans des postes où on est écouté, et on a la liberté de dire ce que l'on pense. Donc c'est ça qui dérange un petit peu. Simon, un footballeur, est-ce qu'il a le droit de pleurer, d'avoir peur, d'avoir mal? Vous parlez un peu notamment de cette blessure, cette pubalgie qui a été un moment important dans la carrière d'un joueur. Vous parlez à ce moment-là des dirigeants du Bayern qui ont été très bons, très bienveillants avec vous, mais il n'y a pas beaucoup de moments un peu sur France 98 où on sent cette bienveillance. Parfois même, vous semblez regretter le fait qu'on ne se dise pas beaucoup de choses en tant que joueur, qu'on soit un peu enfermé dans ce côté il faut être fort, il faut être puissant. Il faut être fort, il faut être puissant dans le sport de haut niveau. Il ne faut pas montrer. On est des hommes tous, on a des émotions tous, on a des moments un peu de fragilité, on a des moments où on se pose des questions. Moi j'ai vécu pour la première fois de ma vie une blessure au milieu de ma carrière, une pubalgie, et je me pensais indestructible physiquement. Et là, tout d'un coup, j'ai perdu totalement confiance en moi. Je me suis dit, mais merde, je vais plus y arriver, je vais plus retrouver mes jambes d'avant. Et c'était 6 mois avant la Coupe du Monde. Et Aimé Jacquet a été bienveillant, lui. Aimé Jacquet a été bienveillant. Mais c'est comme ça, je crois qu'il y a une compétition aussi interne et tu peux pas trop montrer tes émotions. C'est pas que je crois, c'est qu'on ne peut pas. Par contre, tu peux le faire après. Tu peux expliquer que oui, tu es un homme, oui, il y a des choses qui te touchent, oui, il y a des choses qui te font de la peine, ou oui, il y a des choses que tu aimes. Mais dans ce bouquin aussi, je pense qu'il y a des mots d'amour et d'amitié pour mes potes de 98. Et pour les gens qui ont compté aussi. Vos singularités, Vicente Lizarazu. Vous n'exultez pas le 12 juillet 98, quand l'arbitre donne le coup de sifflet final. Je ressens une sensation très étrange. Je suis sous anesthésie. Ma joie ne vire pas à l'hystérie. Je n'ai vraiment pris conscience que nous étions rentrés dans l'histoire que lorsque j'ai croisé le regard de mon père en montant en tribune chercher notre trophée, des larmes coulaient sur ses joues. Extraordinaire souvenir. J'étais un robot en fait. Pendant quasiment 6 mois, c'est-à-dire que moi, mon challenge de la Coupe du Monde, il a démarré en décembre. Ouais. C'était un peu le début de la fin de mes problèmes de santé, de pubalgie. Ouais. Et donc, je me suis tellement préparé pour ce truc-là que quand on est devenu champion du monde, et pourtant on a eu 3-4 minutes sur le terrain. Quand Manu Petit a marqué le 3e but, pendant 3-4 minutes, on a pu vraiment se relâcher, parce qu'avant ça, Marcel Desailly s'était fait expulser, on était quand même tendus les défenseurs.
Et alors c'est très étonnant, j'ai pas eu le truc de folie. J'étais anesthésié, comme toujours concentré par l'objectif, et il a fallu que je croise mon père pour comprendre le truc qui se passait, parce que mon père c'est une caisse, il a des mains, c'est des pelle à tarte. Et donc ça m'a surpris de le voir comme ça. Et 2 jours plus tard, au Palais de l'Élysée, dans un salon caché à l'écart des autres, vous chantez une Marseillaise avec Lilian Thuram. Oui, parce que c'était mon frère de combat, Lilian Thuram. À l'entraînement, on se chauffait, on se faisait des entraînements, des petits extras, préparation physique, et puis on avait besoin de se regarder. On avait besoin de se parler. Et puis ensuite, il y avait ce cérémonial de la Marseillaise où on aimait bien. Alors d'un côté, j'avais Fabien Barthez qui lui était dans le mode plutôt décontracte, et Lilian et moi, c'était plutôt engagé. Plein de souvenirs, des choses émouvantes aussi. La soirée du 13 novembre 2015 au Stade de France, évidemment les attentats des terrasses et du Bataclan. Il est temps de révéler aux auditeurs impatients ce qu'est la bigorexie. Ah, alors c'est une addiction, énorme addiction au sport. Je passe parfois 6 heures sur mon vélo, 7 heures sur ma planche de surf. L'hiver, le ski peut m'occuper jusqu'à 17 heures. Vous faites aussi du yoga, du jujitsu, vous l'avez cité. Enfin, c'est... Bon, voilà. Alors, je vous rassure, je ne me sens pas malade, mais j'ai découvert que ça pouvait être considéré comme une maladie de faire beaucoup de sport. Voilà. Mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et puis la touche d'émotion finale. Vous êtes très discret, très pudique sur votre vie privée, mais vous avez quelques lignes pour dire comment vous avez séduit votre femme, Claire Keim. C'est moi, l'adolescent timide, qui suis allé la chercher. C'est la seule fille à qui j'ai osé dire bonjour Claire. C'est vous que je veux. Oh, wow. Mais prolongation. Vous restez avec nous dans un instant. La lettre ou ne pas lettre de Michael Hirsch.